sommes réunis ce soir, comme cela s'est fait déjà à Paris il y a quelques semaines et à Strasbourg, pour commémorer Ibni Omar Mohamed Saleh, secrétaire général du Parti pour les libertés et le développement au Tchad, qui a disparu à N'Djamena le 3 février 2008. À cet effet, et dans un premier temps, M. Guy Laberty nous entretiendra de son livre « Ibni, une vie politique assassinée au Tchad » et une discussion s'en suivra. Puis dans un second temps, avec nos invités, M. Ibrahima Sidibé Pommier, africaniste, et puis d'autres invités qui devraient arriver, nous parlerons de la guerre, de la situation au Mali, et de savoir comment, après le succès militaire, il est possible de gagner la paix. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je vais donner la parole à Mme Hadija Saouba, qui est la représentante pour le Parti pour les libertés et pour le développement au Tchad. Madame Saouba, vous avez la parole. Merci Maxime. Distingués invités, chers amis, chers compatriotes, au nom du PLD, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de nous honorer de votre présence ce soir. Après Paris, comme Maxime l'a dit, en février, en mars, Strasbourg, aujourd'hui nous sommes à Bordeaux pour commémorer la 5e année de disparition de notre leader politique, Omar Mohamed Saleh, qui a été enlevé le 3 février 2008 à son domicile. À ce jour, on n'a pas de nouvelles. Nous, partis politiques, sa famille, ses amis, ses camarades, ses collègues mathématiciens, notre combat, c'est de connaître la vérité et que la justice soit faite. Je laisse la parole à Guy pour nous parler un peu plus de Omar Mohamed Saleh. Oui, bonsoir à tous. Ça m'a fait. Moi, je suis originaire d'ici, de Bordeaux. Enfin, je suis né à Libourne, et ça m'a fait plaisir de revoir des gens à Bordeaux. Je ne m'y attendais pas. Il y avait bien sûr des Bordelaises et des Bordelais, des gens de Centrafrique, du Mali, de Côte d'Ivoire, etc., que j'ai connus souvent à plusieurs années. Je remercie Khadija et son équipe d'avoir eu cette idée de faire cette petite réunion autour du livre qui nous permet de nous retrouver, d'aborder des problèmes qui sont hélas communs à beaucoup de pays sur le continent africain. Voilà, donc ce livre, le titre est malheureusement peut-être plus net que le terme de disparition, puisque j'ai parlé de Ibni, une vie politique assassinée au Tchad. Si vous découvrez le livre, vous verrez à peu près à quelle conclusion on en arrive. J'en parlerai à la fin de mon introduction. Je vais être assez bref parce que, après on va développer la situation au Mali. Alors d'abord, je voudrais parler du contexte de la sortie de ce livre. En réalité, comme vous le verrez, moi je suis un homme de conviction, j'ai occupé des fonctions de responsable Afrique au Parti Socialiste entre 1993 et 2006. Mais auparavant, j'étais étudiant à Bordeaux et c'est là que j'ai noué mes premières amitiés avec des camarades d'Afrique, puisque je m'occupais à l'UNEF et c'était juste aux sorties de 68. Donc à partir de 69-70, j'ai plongé dans le bain des relations aussi bien avec l'Amérique latine qu'avec l'Afrique ici à Bordeaux. Et j'entretiens toujours des amitiés avec des gens que j'ai connus ici en 69-70, qui sont parfois exilés aux Pays-Bas, parfois à la retraite en Afrique. Et c'est un peu notre vie, cette génération. Et dans le cadre de cette génération, j'ai croisé Ibni Omar Mohamed Saleh, qu'on appelle Ibni, qui veut dire fils d'ailleurs, Ibni. Et je l'ai croisé, Ibni, en 1975. Donc vous voyez, c'était à Orléans, on a le même âge, donc moi je suis né en 49 comme lui. Et on s'est croisés dans le cadre
d'un petit groupe d'information sur le Tchad. Parce qu'à l'époque, nous étions ce qu'on appelait, après 68, des militants anti-impérialistes et partout l'armée française intervenait, à notre avis, de façon non légitime à nos yeux. On organisait des manifestations et d'ailleurs j'ai participé à Bordeaux en 70 aux premières manifestations protestant contre l'intervention militaire française au Tchad qui avait débuté en 68 sous le général de Gaulle. Alors, vous voyez, je ne suis pas Mathusalem, mais enfin, ça commence à faire du temps. En tout cas, les cheveux sont blancs. Et donc, on s'est croisés en 75 dans le cadre de ce petit groupe d'information sur le Tchad. Et vous le verrez si vous voyez le livre, avec deux autres Tchadiens, parce qu'il y avait 3 Tchadiens dans ce groupe, on était 4 Françaises et Français, 2 femmes, 2 hommes, il y avait la parité du côté des Français. Mais je vois qu'avec Khadija représentant, c'est un problème qui est en voie de se résoudre. Voilà. Donc, et ces 2 autres Tchadiens, j'en parle tout au long du livre parce qu'ils ont aussi habité l'histoire du Tchad pendant ces 40 dernières années, puisqu'il y avait Hachek Inoumar, qui a été notamment ministre des Affaires étrangères, qui a dirigé un mouvement armé comme CDR, et il y avait Adoum Yacoub Koubou, qui lui est toujours à la tête d'un groupe armé qui est un peu aux confins de la République centrafricaine et du Soudan. Voilà, et d'ailleurs, quand on a fait le lancement du livre à côté de Paris, au Aubervilliers, ils étaient présents. Donc, c'est des moments qui sont quand même assez forts à vivre au plan humain. Et il y avait là Ibni, qui était, en fait, dans le groupe d'information sur le Tchad, mais en réalité, c'était un petit peu la partie cachée de leur militantisme. Ils étaient engagés dans un groupe clandestin qui s'appelait le groupe Mahamat Camara, et qui était un groupe en liaison avec le Front de Libération Nationale du Tchad, le Front-Lunat. Et donc, c'était des jeunes intellectuels. Ils étaient d'ailleurs les 3 mathématiciens, un peu sur les études de maths. Et d'ailleurs, Mahamat Camara, le nom du groupe clandestin, c'était un mathématicien qui a été assassiné, qui était dans les réseaux du Front-Lunat à N'Djamena, la capitale du Tchad, et qui a été assassiné au début des années 70. Et donc, c'est pour lui rendre hommage qu'ils avaient appelé leur groupe clandestin Mahamat Camara. Donc, il y avait cette face un peu cachée de leur militantisme qu'on devinait à peine. Enfin, on en a eu vraiment conscience quand ils sont allés vers les maquis. Enfin, là, je reparle d'Ibni, et ça s'est passé en 1978, c'est-à-dire à peu près 3 ans après que l'on se soit connu. Donc, il faut se replacer dans le contexte, et moi aussi je suis passé par cette moulinette, 68, on est très, très en pointe, c'est marxisme-léninisme, trotskisme, en fait ça a l'air d'être un autre monde, mais bon, c'est souvent ces gens-là qui ont après alimenté le Parti Socialiste Unifié, par lequel je suis passé, et le Parti Socialiste auquel j'ai tardivement adhéré en 91, ça fait quand même déjà plus de 20 ans. Mais donc, il y avait cette volonté de participer au mouvement de libération nationale. Il y en avait notamment dans les colonies portugaises. Et bon, pour ce qui était de l'espace francophone, il y avait eu la très dure expérience de l'UPC au Cameroun, qui a été réprimée dans le sang. Et moi, en 71, excusez-moi de faire ces parallèles, mais c'est pour vous dire le contexte, je me souviens très bien, en 71, c'était sous Pompidou, quand un des derniers maquisards de l'UPC, Ernest Ouambié, a été exécuté à Bafoussam, d'ailleurs sur ce qui s'appelle maintenant aujourd'hui la place des Martyrs. Donc, je vous dis tout ça parce que on avait tous ça dans la tête, on croyait beaucoup à ces mouvements armés. Et moi, je ne le cache pas, j'étais bien sûr français, on a utilisé des moyens démocratiques, mais dans toute notre camaraderie militante, en particulier avec les étudiants africains, il y avait tous ces gens qui ont cru en cette possibilité de se libérer par les armes. Et si j'ai fait ce livre sur Ibni, c'est parce que il appartient à cette génération de Tchadiens qui sont nés entre 45 et 55, qui ont toujours eu cet idéal de libération du
peuple tchadien, mais Ibni, ce qu'il a de particulier, c'est que sa vie a marqué toute une évolution intellectuelle et politique. C'est-à-dire que quand il va vers les maquis, je le décris assez précisément, en 78, en passant par la Libye, ils vont rapidement découvrir que le Frolinat est déjà un petit peu l'enjeu de lutte de tendance entre la Libye, le Soudan, etc. Et lui-même va vivre une aventure, donc je ne vais pas détailler, mais logiquement, s'il avait mené le convoi qu'il devait mener, il aurait été assassiné par, si j'ose dire, des propres membres, d'autres membres du Frolinat. Donc il a très rapidement compris, puisqu'il n'a pas pu atteindre les maquis, il est resté un peu en la Poufra, dont on a un peu parlé quand il y avait les événements de Libye. Il avait été nommé conseiller politique dans les maquis avec d'autres intellectuels comme Najib Assigé, et finalement ils n'ont pas pu atteindre les maquis. Ils ont eu beaucoup de mal à ressortir de la Libye, et nous nous retrouvons en 79 à Paris. Enfin, ils sont arrivés en janvier, c'était le 24 janvier, on a sonné, j'ai eu en face de moi Ibni et deux autres maquisards, un que je connaissais déjà, qui était l'ancien participé au bureau d'Alger du Frolinat, et puis un autre qui est un jeune maquisard aussi, qui d'ailleurs est reparti là-bas, est mort dans des combats dans les années 80, voilà, très jeune aussi, donc c'est aussi un hommage à toute cette génération qui a sacrifié jusqu'à sa vie. Alors, Ibni, 79, c'est une remise en cause de la lutte armée, quoi. Il est toujours partie prenante, mais il a déjà saisi que ça sera quand même très très compliqué. Il y a une grande désillusion, si vous voulez, et après quelques mois passés, d'ailleurs, chez moi, d'ailleurs, en Vitry-sur-Seine, il est parti en Algérie comme enseignant en mathématiques. Ensuite, il est allé 4 ans, jusqu'en 1985, à l'université de Niamey. Donc il exerce effectivement ses fonctions de mathématicien, d'abord au lycée Ibrahimi à Intemouchen, c'est dans la wilaya de Sidi Bel Abbas, pour ceux qui connaissent la village, pas très loin d'Oran. Et après, à l'école des sciences de Niamey, où il a dirigé d'ailleurs le département de mathématiques. Alors cette partie du livre, j'explique un petit peu son évolution politique à travers des correspondances, puisque c'est un des camarades avec qui j'ai eu une correspondance extrêmement suivie pendant plusieurs années, jusqu'au retour au Tchad en 1985. Voilà, 1985, quand il rentre au Tchad, la dernière lettre qu'il m'a envoyée de Niamey est assez pessimiste. Il dit, il a à ce moment-là 36 ans, j'ai tout sacrifié à la politique, bon, j'ai une famille. Ce que fait évidemment, ce que font les autorités tchadiennes, je ne soutiens absolument pas, mais ce qu'il y a en face, je ne le soutiens plus. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de désenchantement par rapport, y compris à l'opposition, essentiellement armée. Bon, vous verrez dans le livre, si vous le lisez, que pour suivre le parcours d'Ibni, je suis obligé de faire en fond toute l'évolution de l'histoire tchadienne qui est extrêmement complexe. Alors, je ne me lance pas dans l'explication entre le Gount de Gouponi, puis Abré, etc. Sinon, on y sera encore après 22 heures, et je crois qu'on doit finir à 21 heures, donc, en ayant parlé du Mali. Donc, Ibni, il rentre au Tchad, assez désenchanté, mais on sent que bon, son bord, ça reste quand même ce qui avait été, ce qui restait du Frolinat, etc. Même s'il ne croit plus au mouvement de libération armée. Et puis, là, je vous dis dans le livre, on n'a plus beaucoup de contacts pendant cette phase. Bon, parce que d'abord, c'est une situation de dictature au Tchad, avec Hissène Habré, et donc les téléphones, les quelques coups de téléphone, c'est bon, comment il fait beau, il fait pas beau, etc. Et puis, il lui est arrivé de passer
passé, mais il a été encore en exil à Niamey. Et on n'a pas beaucoup de contacts. Et j'apprends, et là pour moi ça a été quand même un choc, il est rentré au gouvernement comme ministre de l'hydraulique et de l'élevage en 88. Alors j'emploie une expression dans mon bouquin qui est, enfin, nos relations sont un peu en suspension, quoi, parce que je ne comprends pas très bien, puis il y a la distance, et puis bon, on peut bouger, on peut évoluer, mais je suis quand même très surpris. Et il va occuper d'autres ministères, il va être après ministre de l'enseignement supérieur et ministre du plan et de la coopération. Et cette dernière fonction lui permet évidemment de sortir du pays. Et il vient en France, dans le cadre de missions tout à fait officielles. Et le premier déplacement qu'il fait alors qu'il est ministre de la coopération et du plan, il vient chez moi, dans une berline de l'ambassade, de venir me dire, tu vois, oui, je suis ministre, mais on continue. C'était une forme de signe, quoi. J'ai pas changé, on va. Bon. Et je crois que tout son parcours, après, jusqu'à sa disparition en 2008, montre bien qu'il est resté. C'était autant de réponses à ce geste qu'il avait fait d'entrer dans le gouvernement, qui était aussi une forme, je dirais, d'existence et de survie politique, et il n'a jamais été, comment dire, la plupart des ministres, c'était un petit peu bon, des griots de Hissène Habré. Lui, il avait gardé une intégrité qui fait que quand Habré a été renversé par Idriss Déby, bon, avec l'appui des services français du Soudan, bon, là aussi je passe sur tous les détails, la nouvelle équipe dirigeante va le chercher au Cameroun dans les jours qui suivent pour le réinstaller dans les fonctions de recteur. Ce qui veut bien dire qu'Ibni est perçu comme un intellectuel intègre, qui est droit. Et là, ça éclaire singulièrement. C'est une première preuve, premier élément de réponse. Alors Ibni, il est recteur pendant quelques mois. D'ailleurs, je le vois à ce moment-là à N'Djamena. J'ai réussi à aller dans ma vie quelques fois à N'Djamena, mais c'était toujours des petites fenêtres, c'était toujours un peu compliqué. Et il est donc dans les gouvernements de Idriss Déby jusque la conférence nationale se passe en 1993. Ibni, à ce moment-là, il est toujours ministre du plan et de la coopération, mais il y a beaucoup de débats pour créer des partis. Mais au moment où se tient la conférence nationale en 1993, Ibni est en négociation pour former ce qui sera le Parti pour les libertés et le développement. Ce Parti pour les libertés et le développement tient son assemblée générale de constitution en septembre 1993. Et Ibni en est le secrétaire général. Bon, vous verrez dans le bouquin comment se constitue ce parti. Vous voyez que d'après les principes de ce parti, c'est un parti qui se situe dans le monde progressiste, à gauche, pour une république laïque, unitaire. Bon, vous savez, quand vous avez ce genre d'objectif politique au Tchad, ça vous situe quand même dans l'échiquier. Et c'est une des grandes dimensions d'Ibni, c'est que, vous savez, si vous lisez la presse, chaque fois qu'il y a un conflit en Afrique, c'est soit le nord et le sud, soit l'est contre l'ouest. Enfin, ça, c'est les clés de lecture journalistique commodes, qui ne correspondent pas tellement aux réalités, d'ailleurs. Mais enfin, il n'y a pas de journaliste là, enfin, je pense à l'activité. J'ai pu lucer le sud-ouest tout à l'heure, donc je me méfie parce que ma petite passerait. Donc, Ibni va quitter le gouvernement en 1994, tout en laissant des membres de son parti au gouvernement, 2 ou 3. Mais lui-même, il a vraiment choisi déjà de bâtir une ligne autonome, mais ça va se faire lentement. Et je peux vous dire que même si son parti a signé, enfin, je reviens donc un petit peu en arrière quand même, en 1996, donc 3 ans après la formation de son parti, il y a des élections présidentielles. Et le parti d'Ibni et Uni va s'engager dans le soutien à la candidature d'Idriss Déby. Ça peut paraître surprenant parce que chaque fois qu'il tient des meetings pour installer son parti, il est extrêmement critique sur la gouvernance, sur Déby, etc. Moi, j'ai trouvé une explication dans cette attitude
c'est que Ibni, il a été très marqué par son passage par la lutte armée. Et il a dit, il pensait qu'on ne pouvait établir un État démocratique et envisager des formes de développement que si on avait résolu la question de ramener dans la République les mouvements armés. Et ça, c'est une obsession chez lui. Vous verrez, je cite des tas de textes, jusqu'au bout de son engagement, jusqu'au bout de sa vie, il a toujours eu cette obsession de faire venir tous ceux qui étaient en lutte armée dans la République pour utiliser des méthodes démocratiques. Et c'est ce qu'il va faire. Mais en 1996, bon, Déby est élu, et évidemment, assez rapidement, il se rend compte que Déby, qui promettait le multipartisme, la démocratie, enfin, tout ce que les gens promettent après avoir fait un coup d'État, et après avoir suspendu d'ailleurs les constitutions et tous les partis, ils promettent de les rétablir, mais ils ont une façon de le faire qui fait que Idriss Déby, par exemple, en 1996, il a été élu au second tour, mais plus il a fait d'élections, et plus il a été élu au premier tour avec un score, je ne doute pas que la prochaine fois, s'il s'impose, il s'imposera avec 98%. Mais à l'époque, il avait un petit 40 au premier tour. Voilà. Donc, ça commence à se gâter vers quasiment après l'élection de Déby. Et je me souviens que Ibni, en 97, autour de 97, me dit, tu sais, Lyonnais, dans la plateforme de gouvernement, mais le plus dur, ce qui sera le plus dur à négocier pour moi politiquement, ça sera ma rupture avec Déby. Ce qui veut bien dire qu'il est déjà dans un engagement autonome. Et il va le matérialiser en 2001, aux élections de 2001. Ibni est candidat contre Déby. De surcroît, dans la vision géographique habituelle, Ibni est un homme du Nord, comme Déby. Bon, je ne rentre pas dans les détails géographiques. Donc c'est d'autant plus insupportable pour Déby. Donc il va devenir, en quelque sorte, il va être dans l'œil du cyclone. Ça va être le principal opposant pour Déby, qui ne peut pas tolérer que quelqu'un du Wadaï ose contester, lui qui vient du... qui est... enfin, je vais pas rentrer de l'Enedi, il ne va pas pouvoir accepter ça. Donc, Ibni est candidat. Bon, les résultats, je ne m'étale pas beaucoup là-dessus, vous savez très bien comment, souvent, dans les élections, ils sont acquis. Au début, même la presse du pouvoir lui accorde 10% dans les provisoires, et puis se retrouve à 2,79, enfin bref. Mais enfin, il s'est vraiment imposé comme un des leaders démocratiques. Désormais, il est de plein pied dans la vie politique démocratique, et il n'aura de cesse de regrouper les forces démocratiques pour une prise de pouvoir par les urnes, même s'il y a toujours au Tchad des mouvements de guérilla actifs ou larvés qui se maintiennent. Et lui, bon, il y a le premier regroupement qui sera la CAP, et bon, je passe sur les détails, mais le second regroupement, là j'insiste un peu plus, ça s'appelle la CPDC. C'était la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution. Parce que Déby, normalement, en 2006, il aurait dû quitter le pouvoir puisqu'il avait fait ses 2 mandats. Donc, référendum bien arrangé, etc., bien manipulé. La Constitution, évidemment, est modifiée, il peut se présenter ad vitam aeternam. Et à ce moment-là, les groupes, les partis politiques démocratiques, civils, vont se regrouper à son initiative. Il est quand même un des acteurs très forts de ce regroupement, au sein de cette coordination des partis politiques pour la défense de la démocratie. Et il en devient le porte-parole. À ce moment-là, l'image de Déby est très dégradée. Il a été déjà sauvé par la France une énième fois, je parle par rapport au président tchadien, en 2006, il est passé très très près de la chute, à cause des mouvements armés d'ailleurs, et il subit une pression internationale, puisque c'est le moment où Déby a le pétrole, alors il a la Banque mondiale sur le dos, en lui disant attention, il ne faut pas acheter des armes avec le pétrole, enfin bref. Ceci dit, je vous dirais que malgré toutes les injonctions de la Banque mondiale, les armes ont été achetées, et aujourd'hui, excusez-moi de cette pirouette, mais
Tout le monde trouve que l'armée tchadienne, elle est très bien pour aider la France au Mali. Et ça, j'en parlerai dans ma conclusion pour situer le contexte du livre et montrer que finalement, cette politique est un peu complexe. Donc, Ibni est porte-parole de la CPDC et il y a des pressions internationales et Déby va accepter de signer des accords qui sont censés définir un cadre démocratique dans le pays. Ces accords sont signés le 13 août 2007. Moi, la dernière fois que j'ai vu Ibni, qu'on a parlé, c'est en septembre 2007. Il est venu à Paris et j'ai bien, si je peux traduire, j'ai bien senti qu'il avait signé les accords du bout de la plume, parce qu'on sait très bien que pour Déby, tout accord écrit est un peu un chiffon de papier, et la suite va le prouver. C'est une sorte de pari sur l'avenir. Est-ce que oui ou non, on va pouvoir instaurer la démocratie au Tchad à travers un cadre de négociation? Et la suite va montrer que ça n'a pas pu se faire. Donc là, vous voyez, on est 2007, fin 2007. Et à ce moment-là, Déby est toujours en but. Bon, ils viennent signer un accord avec les partis civils, mais il y a toujours des mouvements armés qui s'appuient notamment sur le Soudan, qui vont débouler, si j'ose dire, en janvier 2008. Et là, vraiment, c'est ce que je commence le livre par cette période-là. Ils arrivent à N'Djamena. Déby est totalement encerclé dans son palais. Ça, on peut situer les jours. Hein. C'est le 1er février, Déby a subi une défaite très forte où il a perdu beaucoup de ses proches à Massaguet. Et le 2, franchement, même la France lui a conseillé de quitter. Et lui, il reste. Il faut dire qu'il a autour de lui quelques conseillers français, dont l'attaché de défense, qui est quasiment son conseiller militaire, et en fait, qui va renverser la situation, parce que vous savez qu'on a une base, du Cameroun, nous avons la France, l'État français a une base épervier, à titre provisoire depuis 1986. En fait, c'est à titre provisoire, vous voyez que le provisoire a un peu dur, quoi. Et donc, en 2013, ils sont toujours, d'ailleurs, on leur a trouvé de nouvelles missions, notamment pour aller au Mali, ça on en parlera. Vous voyez, il y a quand même une grande continuité, il ne faut pas voir l'histoire des pays par pays, il faut voir tout l'enchaînement régional, parce que, bon, c'est quand même très intéressant pour mieux comprendre les choses. Donc, la France va littéralement sauver Déby, et elle ne peut pas ne pas savoir, les officiels français ne peuvent pas ne pas savoir que précisément le soir du 3 février, l'armée de Déby, enfin je dis exactement les corps dans le livre, vont arrêter Ibni, porte-parole de la CPDC, à son domicile. Lolma Matchoua, qui n'était rien moins que le président du comité d'appui aux accords politiques, c'est vous dire si Déby se fout complètement des accords, et Yoronga, Garnéji Yoronga, qui est un député fédéraliste du Sud, dont vous aurez parfois entendu parler, il est d'ailleurs ici très soutenu par les Verts et Survie. Et voilà. Et donc, en fait, Ibni ne réapparaîtra pas. Par contre, Garnéji Yoronga réapparaît via le Cameroun. Bon, il fait un récit un peu rocambolesque de sa libération, que même la commission d'enquête met un peu en doute. Quant à Lolma Matchoua, lui, il se retrouve dans une prison militaire. Mais à ce moment-là, les autorités tchadiennes sont d'un cynisme absolu. Elles disent « Ah, mais les gens qui ont été arrêtés, ils sont entre les mains des rebelles. » Alors, c'est manifestement faux. Et même Déby, deux jours après l'arrestation d'Ibni, le 5 février, à une question d'un journaliste sur la situation des opposants arrêtés, répond qu'il ne s'occupe pas de ces détails. Or, et j'ai conclu le livre là-dessus, simplement sur le rapport, la commission d'enquête,
la commission d'enquête dit, sur le cas de Ibn Omar, elle a analysé une quinzaine de pistes pour savoir ce qu'il était devenu. Et il cite, bon, vous le direz, jusqu'au plus haut, y compris jusqu'à Idriss Déby, qui est mentionné. Et il est dit, et c'est pas moi qui l'écris de façon partisane, c'est le rapport de la commission d'enquête qui a été analysé par les autorités tchadiennes, que Ibni a été présenté le soir du 3 février, après son arrestation, à Idriss Déby lui-même, qu'il a confié, enfin, à une personne dont le nom m'échappe là, mais que vous retrouverez. Et en fait, bon, cette disparition, il n'y a plus de réapparition. Bon, moi je suis de ceux qui pensent que, hélas, le traitement qu'il a subi dans les heures qui ont suivi son arrestation a sans doute été fatal. Et ce qui est tragique, c'est que pendant un mois, puis plusieurs mois, on a eu une sorte de ce que j'appelle les palinodies assassines de la France, où vous avez le ministre des Affaires étrangères, le porte-parole du Quai d'Orsay, qui font des points de presse tous les jours, le porte-parole du Quai d'Orsay, et qui reprennent pour argent comptant la version officielle des Tchadiens. Et même quand Nicolas Sarkozy va se rendre le 27 février à N'Djamena, c'est les grandes eaux, Carla Bruni va passer 3 quarts d'heure avec l'épouse d'Ibni, puisque c'est son premier voyage officiel. Sarkozy dit que toute la lumière sera faite, qu'il ne laissera pas les choses faire. Bon. Résultat des courses, quelques mois après, un nouveau gouvernement est formé et des personnes assez éminentes de la CPDC rentrent dans ce gouvernement. Alors là, je ne fais pas un message évidemment de désespoir, parce qu'il y en a des partis qui continuent de lutter en opposition à Idriss Déby, mais je veux dire par là que la France, qui ne devait rien laisser passer, évidemment a tout laissé passer, que la France a évidemment été au courant de l'arrestation d'Ibni, et que si immédiatement elle avait agi, elle aurait pu empêcher son arrestation d'abord, parce que celui-là même qui avait sauvé Déby était en capacité de lui dire de ne pas arrêter son opposant, mais non. Je me souviens même que l'ambassadeur de France, M. Fouché, qui était là-bas à l'époque en poste, 2 jours après l'arrestation d'Ibni, interrogé par RFI sur l'arrestation des opposants, il a dit « ce sont des rumeurs qu'il convient de vérifier ». Je crois, hélas, que l'irréparable était fait. Donc, j'ai fait ce livre, un petit peu ce témoignage, un hommage à un parcours politique qui n'est pas unique, puisqu'il y a eu beaucoup de personnes de sa génération qui ont eu ce parcours, mais il est quand même extrêmement singulier et il apparaissait comme un chef d'État potentiel, et c'est en ce sens-là que Déby, lui, ne s'est pas trompé. S'il avait arrêté 3 opposants, il n'y en a qu'un qui n'est jamais réapparu. Et c'était certainement pour lui celui qui était le rival potentiel pour les élections suivantes. Donc, c'est un hommage aussi, puis c'est aussi un peu un parcours d'histoire. Je crois que moi, les témoignages humains, pour moi, c'est ça la politique, c'est les relations humaines, c'est comprendre comment on fonctionne, comprendre comment un militant qui était pour la lutte armée est venu sur le chemin démocratique, comment il a habilement réussi à s'imposer tout en faisant des compromis qui finalement n'ont jamais été des compromissions avec les autorités, même si elles étaient extrêmement autoritaires. Et la meilleure preuve de son intégrité, c'est hélas ce saut fatal, ce saut tragique et cette disparition. Donc moi je ne voulais pas que ce parcours-là, comme on a été très proche depuis 1975, sombre dans l'oubli. Je suis très reconnaissant au PLD de maintenir ce combat avec d'autres forces politiques tchadiennes, et c'est pour ça que je participe volontiers. Je remercie Khadija et les autres camarades du PLD de m'accueillir pour faire parler de ce livre. Je crois aussi, et si je finis là-dessus, excusez-moi si je vous souffle, faut m'arrêter, je l'ai sorti à un moment où, hélas, tout le monde trouve que Idriss Déby est très bien, puisque son armée, il a utilisé le pétrole pour acheter des armes, donc il a acheté des hélicoptères de combat, il a quelques chasseurs, avions chasseurs bien sûr, et il a une armée qui est une armée de fonceurs.
savez, son fils est général à 29 ans, alors ça ne veut pas dire que c'est une armée très, si j'ose dire, classique. Hein. Je ne pense pas qu'une armée classique ait des généraux à 29 ans. Chez nous, il faut aller vers Napoléon, mais bon, là, le fils général à 29 ans, c'est un peu étrange. Mais aujourd'hui, ce livre je crois qu'il faut faire du bruit autour de ce livre parce que tout le monde est en train de dire que l'armée tchadienne elle est très bien, que Idriss Déby s'est provoqué une virginité démocratique. Maintenant, je ne pense pas que François Hollande, qui avait l'intention de titiller Déby sur le sort d'Ibni, et ça je sais qu'il l'a fait, il avait reporté sa visite d'octobre, enfin la réception plutôt de Déby d'octobre à décembre, ce qui a tellement déplu à Déby que Déby a boycotté la francophonie à Kinshasa. On sait tout ça, il y a eu une certaine inimitié entre les deux, mais aujourd'hui, pour des raisons d'État et diplomatiques, et on va voir tout à l'heure en abordant le Mali, eh ben, ça va être le silence, parce qu'il ne faudra pas dire de mal d'Idriss Déby, ou du moins en petit comité, mais pas l'ébruiter. Et moi, si j'ai un dernier vœu, c'est que justement, par respect pour ce combat d'Ibni et aussi par respect pour le combat que poursuivent les Tchadiens, il faut continuer de mettre en lumière quelle est la réalité du système d'Idriss Déby, quelles qu'en soient les nuisances sur notre diplomatie française. Mais c'est vrai que faire de la politique, parfois c'est savoir se taire, mais disons que nous sommes dans des fonctions qui nous permettent aujourd'hui d'être un peu plus libres de propos et peut-être aussi plus près de la vérité. Voilà, merci. Bien, après cette allocution détaillée sur notre ami Ibni, la parole, à votre demande, vous sera accordée si vous souhaitez enrichir les propos de Guy Laberty ou si vous souhaitez faire part de votre expérience personnelle par rapport aux événements de 2008. Personne ne souhaite intervenir? Khadija? J'étais très antidémocratique. Bien, donc ça nous permet en tout cas d'enchaîner, puisqu'il a fait la transition, sur le Mali. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est après le succès militaire, comment gagner la paix? Sachant qu'il y a 90 jours exactement, la France a engagé l'opération Serval. Le Tchad a suivi quelques jours après, donc on est quasiment dans les 90 jours aussi pour l'armée tchadienne. Peut-être Guy Laberty va nous ouvrir le débat, ou Ibrahima. Voilà. Alors, il faut bien parler sur la porte. Oui, alors merci beaucoup. Hein. Donc, je vais essayer de faire une transition, de partir du Tchad et l'équation compliquée du Tchad, hein, pour retrouver un peu le dossier du Mali. Et précise que le fils de Déby, qui oui. est général, c'est lui qui dirige, les opérations au Mali, dans le nord du Mali. Donc il y a 2000 soldats tchadiens qui sont dans le nord du Mali. Donc depuis les événements maliens, la crise malienne, hein, donc ça fait qui a émaillé toute l'histoire du Mali, enfin au courant 2012. Donc on a vu rapidement un pays qui était chanté, loué partout pour ses vertus démocratiques, qui tout s'effondre d'un seul coup. Donc on a un coup d'état militaire à Bamako et ensuite des mouvements armés qui sont venus par rapport à la chute de Kadhafi, donc ils ont très très rapidement pris le contrôle donc, de la région nord du Mali, avec via une rébellion Touareg qui est un peu enquistée dans le nord du Mali depuis bientôt une vingtaine d'années. Donc un schéma compliqué parce qu'il y avait des enjeux géopolitiques à un concours de circonstances qui font que donc, le Mali se retrouvait totalement pris en tenaille, donc entre une sous-région sahélienne, parce que tout est lié dans cette région qui va jusqu'au Tchad, hein, donc je pouvais évoquer un peu par rapport aux questions, parce que les mouvements Touareg qui sont venus de Libye, certains avaient combattu dans la bande d'Aouzou. Donc c'est très compliqué parce qu'on a toujours donc, des équilibres. Quand un équilibre d'un pays est rompu, les répercussions peuvent aller très très vite sur les autres. Donc la situation actuelle du Mali, donc effectivement,
on avait un pays coupé en deux, avec le nord occupé par des mouvements, d'abord un mouvement nationaliste touareg qui réclamait l'indépendance du nord du Mali, et ensuite qui a ouvert la porte à des mouvements djihadistes qui se sont manifestés par tout ce qu'on a vu sur les images, hein, donc des gens décapités, des mains coupées, et des exactions, tout le nord du Mali saccagé, Tombouctou-Gao, qui sont des villes emblématiques hein, de l'histoire de l'Afrique, pas seulement du Mali. Et puis le Mali charnier par rapport à son histoire, par rapport au fait qu'elle touche à peu près, par sa situation géographique, toute l'Afrique de l'Ouest. Donc ce qui est intéressant donc, pour le cas tchadien, effectivement, l'arrivée de l'opération Serval, la France au départ ne voulait pas du tout intervenir dans le conflit malien. Elle était restée longtemps à une situation un peu d'hésitation. Jusqu'en décembre, il y a eu 2 résolutions qui avaient été prises par le Conseil de sécurité qui privilégiaient une option, en tout cas, de dialogue, de discussion avec des mouvements qui se revendiquaient, qui sortaient un peu, qui se démarquaient du terrorisme. Bon, on avait vu, nous, moi j'ai fait beaucoup d'interventions sur là-dessus en disant que c'était un jeu de dupes, c'était souvent pour gagner du temps, et que ces 3 mouvements qui régentaient le nord du Mali, le MNLA, qui était censé être fréquentable avec Ansar Dine, étaient en fait tous liés dans une espèce de coalition avec, pour fond, quand même, AQMI. Et AQMI qui était très lié donc au réseau algérien, puisque la plupart des leaders de ces mouvements étaient d'abord des Algériens ou des Mauritaniens, enfin pour le Michaou. Donc on se retrouve avec une situation bloquée. Donc la France intervient parce que la situation était intenable. Donc les djihadistes étaient en train de foncer sur le sud, ils allaient prendre tout le Mali, avec des conséquences qui allaient être incalculables. Donc avec les positionnements de l'armée française, parce que le Mali était un pays singulier un peu dans le champ, on va le voir un peu peut-être dans la discussion, le Mali n'avait jamais accepté une présence militaire française sur son sol, donc de Dakar, de Abidjan, enfin, de l'opération Licorne. Donc les forces se sont rapidement déployées pour essayer de stopper l'avancée fulgurante de ces djihadistes. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc très rapidement, le nord du Mali a été reconquis, en tout cas jusque dans des grandes villes ont été récupérées très rapidement. Et maintenant, le plus gros des combats se situe dans l'extrême nord et en passe d'être sécurisé, même si on a par-ci par-là des poches résiduelles de djihadistes qui ont fait quelques incursions violentes à Gao, à Tombouctou. Et l'armée tchadienne et l'armée française qui sont dans l'extrême nord, donc le sanctuaire même des AQMI, donc la rade des Siforas, sont encore donc, dans des opérations militaires qui ne sont pas totalement terminées. Mais le plus gros du boulot a été fait, et donc c'est en ce sens-là, effectivement, que Idriss Déby, aujourd'hui, en tout cas pour les Maliens, Idriss Déby et François Hollande, c'est vrai, étaient presque des sauveurs, parce que la CEDEAO, qui était l'organe sous-régional, a montré toute son incapacité, non seulement à circonscrire la crise, et encore plus à proposer des solutions claires. Le Mali est resté pendant 1 an à tâtonner, avec des réunions à Abidjan, il y a plusieurs réunions de la CEDEAO qui n'ont rien donné. Et un médiateur, Blaise Compaoré, qui n'a pas été loyal, qui était médiateur en même temps, qui soutenait certains mouvements, ou en tout cas, des mouvements armés continuent d'ailleurs à être hébergés à Ouaga dans des conditions un peu dramatiques pour le Mali et pour la sous-région ouest-africaine. Donc moi, mon discours dans tout ça, je vais m'arrêter là, on va pouvoir discuter. C'est surtout montrer que dans ce Sahel, les équilibres sont très fragiles. Donc dès qu'on rompt une petite partie dans une région, les conséquences peuvent aller dans une espèce de domino sur les pays voisins. Donc ce qui était intéressant et en même temps pour l'analyse, pour la crise malienne, c'est que le nord du Mali, par sa configuration géographique et sa richesse humaine, parce que c'est des pays faits de bric-à-brac, certes, mais qui ont une histoire très ancienne, avec beaucoup de métissage, et qu'on retrouve d'ailleurs dans le nord du Tchad, donc des populations nomades, sédentaires, avec des populations métissées, ce que Bayard appelait la zone de tectonique des plaques civilisationnelles. Donc on a l'Afrique noire et l'Afrique blanche qui se touchent, et dans un mélange que nous, on estimait être le fond d'ailleurs du discours national malien. Le Mali n'est pas un pays de Bambara, non. Ça, c'est un peu la propagande que disaient les Touaregs
nationalistes pour essayer de s'extraire du discours national malien. Le Mali est un pays fait de plusieurs communautés qui sont tous venus de quelque part et qui ont créé une symbiose par rapport à son histoire. L'histoire des grandes villes du Nord était d'ailleurs le symbole de tout ça. Tombouctou, Gao, c'est des villes multiculturelles, à population cosmopolite. Et donc aujourd'hui, on se retrouve donc avec une région totalement dévastée, pillée, avec des services publics inexistants. Il y a un processus d'organiser des élections en juillet, avec des conditions quand même qui sont énormes en termes de défis. Une transition qui doit donc essayer d'organiser des élections alors que on a une armée qui est totalement inexistante, l'armée malienne. Les forces de la MISMA sont en train on va peut-être les transformer en forces onusiennes, mais alors que la question de cette région de Kidal n'est toujours pas réglée, et le mouvement Touareg qui s'appelle le Ménéla est toujours là et armé, malgré les recommandations de la CEDEAO qui avait demandé qu'il soit désarmé. On ne comprend pas bien le jeu de la France. Vous avez évoqué quelquefois sur les tergiversations de Paris dans souvent ces conflits compliqués. La position de la France sur ces Touaregs nationalistes est encore pas tellement bien lue et vue de Bamako, ou en tout cas des Maliens. Donc on ne sait pas pour l'instant comment va s'enclencher ce processus politique qui est nécessaire. Hein. Tout le monde est d'accord là-dessus au Mali. Et puis il n'y a pas d'autre solution. Une solution militaire, c'est sûr que ce n'est pas possible, vu l'immensité du territoire. Mais par contre, c'est comment créer des bases saines pour une discussion, et surtout comment faire pour que les gens qui ont commis des atrocités, des viols de masse, des crimes graves, puissent répondre devant les juridictions, pour qui peut être aussi un moyen d'aller vers une vraie réconciliation. Et ensuite, évidemment, moi j'ai toujours dit dans mes interventions que le fond de tout ça est aussi lié à l'extrême pauvreté du Sahel et de ces pays sahéliens qui ont toujours été abandonnés par toutes les politiques d'aide et qui fait que donc beaucoup de jeunes se sont retrouvés quelquefois naturellement embrigadés par ces mouvements djihadistes parce que simplement désœuvrés, pas de moyens, pas d'éducation. Donc il y a tout ce paquet-là pour la sortie des crises. C'est sûr qu'il y a du travail. Il faut absolument que la leçon principale pour nos pays, que les acteurs africains se saisissent de ces questions de sécurité collective, parce que vous avez évoqué pour Ibni, effectivement, comment sortir de ces mouvements armés comme mode d'accession du pouvoir. On le voit bien, mon ami Claude Diabanda est là, sur la Centrafrique, qui est aujourd'hui totalement dépecée par des mouvements qui sont dans une logique de prédation, donc qui arrivent armés et qui prennent les villes pour les piller, sans avoir un vrai programme, sans avoir quelques soucis pour des populations civiles qui se retrouvent ballottées et avec un recul donc, du peu qu'il y a en termes d'accès aux soins, de santé, enfin tout ce qui s'ensuit. Donc je pense qu'il faut qu'on ait ça à l'esprit, que ces conflits sont souvent très complexes, parce que quelquefois on ne fait pas ce travail de fond pour essayer de voir les dynamiques qui sont en cours. On se lance souvent avec des approximations et on part encore sur des situations qui sont beaucoup plus dangereuses que ce qu'on veut faire. Donc sur l'opération Serval, c'est vrai que tous les Maliens, les 15 millions de Maliens sont unanimes, et d'ailleurs je dirais tous les Africains, que là c'était salutaire. Le Mali a été sauvé in extremis. Et l'Afrique de l'Ouest, une guerre, une mini-guerre mondiale, quoi. Enfin une guerre en tout cas de 10-15 ans. Mais par contre, rien n'est encore réglé. Nous avons toujours à Bamako Sanogo et sa junte militaire qui est là, qui est puissante, et qui continue à un peu régenter le champ politique au sud. Et on a toujours ces mouvements Touareg qui a commencé la guerre, qui s'appelle le Mouvement national de libération de l'Azawad, et qui est en train de recycler tous les anciens Touaregs donc, qui étaient chez Ansardine et dans d'autres mouvements, et qui continuent à avoir toujours un discours, donc, en tout cas d'autonomie ou quelquefois de sécession, et qui veut absolument avoir le contrôle de cette région du Kidal. Alors, dans quel terme, donc comment, c'est toutes ces questions-là qui sont donc vont être rapidement sur le plateau.
Voilà, donc je vais m'arrêter là et on va pouvoir peut-être dans des discussions partir donc même sur d'autres problématiques, parce que je pense que ce qui arrive en Côte d'Ivoire, qui est arrivé en Côte d'Ivoire, ce qui arrive aujourd'hui en Guinée-Bissau, tout ça, ça peut se recouper. J'aurais pu aborder un peu le rôle aussi du narcotrafic qui est en train de gangréner la plupart de nos États et le rôle nocif de la corruption des élites qui fait que, effectivement, quand on a des généraux, des officiers qui sont préoccupés pour bâtir une fortune, se construire des villas, on n'est pas étonné qu'avec 200 djihadistes déterminés, on peut prendre un pays. Et après, on n'est pas étonné que Paris arrive à la dernière, on appelle la France, au moment où les choses sont peut-être déjà trop tard. Donc je pense qu'il y a aussi ce message-là fort pour les Africains, de créer des systèmes d'alerte ou de sécurité pour qu'on puisse résoudre ces questions, parce que sinon on peut toujours se promener. On ne peut pas avoir de développement si chaque 5 ans, chaque 10 ans, on a des mouvements armés sur chaque pays et qui déciment, qui dévastent, même si quelquefois les revendications peuvent avoir des objectifs autres que c'est apporter le bonheur aux sociétés, aux gens, aux Africains d'en bas. Donc moi, c'est un peu ça le message que je voulais apporter. Hein. Je précise aussi pour remercier Khadija, qui est une amie, et que je connais très bien donc, sur le champ avancé. C'est vrai que nous avons cette responsabilité. Moi, je suis d'une génération, je suis né en 73, donc on n'a pas connu les phases de l'indépendance. J'étais très jeune. Voilà, donc je pense qu'il faut absolument aussi, ce que je dis quelquefois pour la crise malienne, il faut qu'on puisse renouveler quelquefois nos classes politiques qui sont aussi engluées souvent dans des enjeux qui sont peut-être dépassés par rapport aux vrais problèmes actuels. Bon, j'évoquais un tout petit peu par rapport au trafic de drogue et aux connexions internationales. Sur le nord du Mali, on avait tout. On avait donc des djihadistes, des policiarios, des enjeux algériens, Algérie-Maroc, des affrontements des anciens Libyens qui se retrouvent. Donc on avait un foisonnement de gens armés avec des stratégies, avec des revendications qui étaient totalement contraires à ce que demandait le terrain. Et surtout, il y avait eu des accords, des discussions très anciennes, et tout ce travail démocratique que le Mali avait essayé de faire depuis 20 ans, qui a été balayé en rien du tout. Même si on avait un président au fond ATT qui n'a pas été à la hauteur et qui a laissé s'installer progressivement une zone de non-droit dans cette région de Kidal, aux yeux au-dessus de tout le monde. Et puis, je ne parle pas des otages occidentaux qui ont été enlevés. En 10 ans, les otages, l'argent, les rançons, on a estimé à 70 millions d'euros. Ce que AQMI a engrangé en rançon des Occidentaux. 70 millions d'euros dans le nord du Mali, c'est une fortune colossale. Voilà, donc je vais m'arrêter là en essayant, donc j'espère qu'on va avoir une discussion intéressante. Merci. Je vous remercie, s'il vous plaît, de vous signaler lorsque vous voulez poser une question, vous levez le bras et puis je me déplacerai pour vous donner le micro. Et je précise, pour la cordialité et la courtoisie, de vous présenter vos noms et prénoms, au moins que les interlocuteurs sachent qui s'exprime. Oui, excusez-moi, je vais revenir plus brièvement. Oui, je pense que Ibrahima a insisté sur cette idée de régional. Je crois qu'il faut, je me permets juste de rappeler des petites choses. Vous savez, en Algérie, il y a eu 10 ans de guerre civile, près de 150 000 morts, et le pouvoir algérien, l'État algérien, a repoussé ce qu'on appelle les katibas, ce qu'il en restait, après notamment sa politique de concorde civile, sa loi, l'amnistie, etc. Il est quand même resté combattant, intégriste. Hein, je préfère utiliser ce terme d'intégriste parce que j'ai parlé notamment à des Nigériens qui m'ont dit djihadiste, il faut faire attention parce que le sens du mot djihad est assez complexe et il y a aussi de la djihad intellectuelle, etc. Donc c'est pour ça que je rentrerai souvent le terme d'intégriste et je me suis fait remonter les bretelles parce que oui, c'est ça, salafiste, voilà. Et donc, ils les ont repoussés hors des frontières algériennes. Sauf qu'ils sont restés, ils se sont incrustés dans le Nord Mali, Mauritanie, un peu au Niger.
Et c'est vrai que c'était au Mali, c'était le gras des choses, si j'ose dire. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qu'a souvent évoqué Ibrahima, c'est la question des Touaregs, le MNLA, etc. Je crois qu'il y a peut-être des idées qui doivent être très claires. D'abord, le nord du Mali n'est pas peuplé que par des Touaregs, il est peuplé par des Touaregs, des Songhai, des Peuls, des Arabes, etc. Donc, quand on nous ressort les merveilleux hommes bleus qui ont été frustrés de tout leur pays, il faut quand même un petit peu arrêter. Et deuxièmement, au sein des Touaregs, je me permets de dire, tu peux me contredire, que le MNLA ne représente au fond qu'une petite aristocratie d'une partie des populations Touaregs. Et d'ailleurs, il faudra s'interroger de savoir pourquoi les médias français et certains politiques français mettent autant en avant le MNLA qui, jusqu'à présent, s'il reconnaît l'État malien, il devrait peut-être déposer les armes. Sinon, c'est qu'il y a un petit peu anguille sous roche. Donc, première chose, les Katibas algériennes repoussées, hein, ils y sont depuis à peu près 2007. Donc, c'est là que les prises d'otages commencent, etc. 70 millions, plus le trafic. Et alors là, je n'insiste pas, le trafic vient d'Amérique du Sud, ça passe par la Guinée-Bissau, d'où le nombre de coups d'État successifs de Guinée-Bissau. Le Cap-Vert, c'est à la défense du Cap-Vert, c'est qu'ils ont un territoire incontrôlable, vu que ce sont 10 îles peuplées, sans compter celles qui ne sont pas peuplées, donc c'est un peu complexe. Et donc ça a inondé, ce trafic repasse après par le Nigeria et remonte vers l'Europe. Hein, voilà un petit peu alors, avec beaucoup de complicité. Alors, on a parlé de la corruption du régime d'ATT, parce que comme il a été renversé, on peut y aller, on peut déverser toutes les poubelles sur lui, mais par contre, sur l'Algérie, on est beaucoup plus modeste. Alors que je ne crois pas être très loin de la vérité en disant que certains officiers supérieurs algériens ne sont pas très loin des trafics. Parce qu'il faudra nous expliquer pourquoi, par exemple, la tête des intégristes, Trudel, se trouve aujourd'hui en territoire algérien sans être apparemment inquiété. Il paraît qu'il est recherché depuis des années, mais enfin, il y a quand même des ambiguïtés dans la position algérienne qui voulait d'ailleurs surtout pas d'intervention extérieure. Et alors là, il y a quand même des ambiguïtés qu'il conviendrait de lever. Donc, la question Touareg, elle se posait au Mali, mais elle ne se posait pas qu'au Mali. Elle se posait aussi au Niger, en particulier, où il y avait le mouvement nigérien pour la justice, etc. Bon. Alors ça, c'est un petit peu la toile de fond. Mais l'événement sur lequel on pourrait peut-être insister un peu plus, c'est que cette région-là a été déstabilisée par l'intervention de l'OTAN en Libye. Or ça, c'est un aspect, on nous a parlé des grandes victoires otanesques, Sarkozy, Cameron aux premières loges avec BHL, quand même, on évité vedette. Et on a quand même oublié de parler de ce trafic, de cette circulation d'armes, des armes qui venaient effectivement de l'armée de Kadhafi, mais qui, du jour au lendemain, ont été remises en circulation. C'est-à-dire, d'ailleurs, je ne veux pas être cynique, mais je pense même que les troupes françaises ont lutté contre des armes qui ont été livrées à l'époque par la France à Kadhafi. Bon, vous voyez, c'est quand même pas très très simple. Mais on ne nous a pas parlé, on a caché, je dirais, les risques on les a pas cachés, on les a minorés, les risques de déstabilisation de tout le Sahel, parce que, effectivement, on s'est défait du tyran Kadhafi, etc., sauf qu'on a sous-estimé tous les liens qui existaient entre Kadhafi et cette partie de l'Afrique sahélienne. Et évidemment, tous les régimes se sont retrouvés déstabilisés. Alors, le président malien a traité l'affaire comme Ibrahima le disait, c'est-à-dire d'une façon bien légère, en leur offrant quasiment une prime d'installation, croyant acheter la paix, alors qu'en fait, ils ont payé la guerre. Mais du côté nigérien, le président Issoufou, qui a été d'ailleurs à mon avis, très influent sur la position de François Hollande de décision d'intervention, lui, il l'a traité différemment, c'est-à-dire que bien qu'il n'ait pas été à l'abri, puisqu'il s'est même retrouvé avec un fils Kadhafi et à peu près 4 à 500 de la nomenclatura du régime Kadhafi, qu'il a dû mettre en résidence surveillée, en tout cas, qu'il a dû maîtriser. Et de notre côté, il a dû maîtriser son propre mouvement Touareg.
Et lui, par contre, il n'y a pas eu de prime d'installation. Quand ils entraient dans le territoire, ils désarmaient, ça n'allait pas. Et d'ailleurs, un des leaders, alors bon, il a été arrêté, 8 jours seulement, mais bon, on a bien montré où étaient les limites. Il y a l'État nigérien, voilà. Donc ça a été géré différemment, ce qui veut dire quand même qu'en Afrique, vous avez des responsables politiques qui sont à même de poser des alternatives. Et je dois vous dire, même, bon, ça c'est mon appartenance au PS, je sais très bien que quand Hollande était en campagne en mars 2012, le président Issoufou, qui était lui président du Niger depuis près d'1 an, est venu lui faire un rapport particulièrement clair sur la situation au Sahel, en lui disant pas de négociation avec les preneurs d'otages, et il faut de toute façon arrêter ce qu'il appelait, lui je crois que c'est un des premiers à avoir parlé du Sahélistan, hein, parce que les Occidentaux ont l'art d'armer les intégristes pour mieux les combattre après. Vous avez vu qu'on a failli passer à 2 doigts d'une bêtise en Syrie, où François Hollande, il y a 3 semaines, nous disait avec Cameron, on va armer, excusez-moi cette parenthèse, mais ça aide à comprendre les choses, on va armer l'opposition syrienne, sauf qu'ils viennent de s'apercevoir que dans cette opposition syrienne, il y avait un intégrisme galopant, et que si on leur livrait des armes, on n'avait aucune garantie qu'elles n'aillent pas là. Alors, vous avez remarqué qu'on a fait un petit virage à 180 degrés sur l'armement de l'opposition syrienne. Et je pense, et je m'en félicite, qu'on ait fait ce virage. Parce que partout dans le monde, on a vu que c'est le monde occidental qui a armé les intégristes. Bon, on a vu évidemment l'Afghanistan, c'est parti du temps de la guerre froide, c'était l'Union soviétique et c'était ces vilains soviétiques qui avaient occupé l'Afghanistan qu'il fallait chasser, donc on a armé une opposition qui était hétéroclite, et il n'y avait pas que des intégristes, mais là-dedans il y avait des intégristes. Et maintenant il faudrait quand même tirer quelques leçons, on est quand même en train de les tirer par rapport notamment à ce qui se passe en Syrie, après avoir vu combien en Libye il y avait une erreur, puisque aujourd'hui l'État libyen c'est un petit peu État zéro, et c'est encore assez épars. Et voilà, donc je voulais surtout insister sur cette mise en scène à l'échelle régionale, en disant, juste en finissant sur 2 points, bon, honnêtement, l'intervention française par les forces spéciales a été efficace, avec l'appui des Tchadiens et aussi des Nigériens dont on parle peu, sur Gao. Les autres, effectivement, je suis d'accord avec Ibrahima, c'est à peu près état zéro, puisqu'il paraît qu'il devait être prêt en octobre 2013, alors imaginez.